Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Coquel, alias Dr Nacophile. Bonjour Mélanie, bienvenue sur Veto Micro. Salut Marine, merci de m'accueillir. Mélanie, tu es sortie d'Alfort en 2012 et tu t'es tout de suite destinée à une pratique NAC en complétant ta formation. Tu as eu l'occasion au début de travailler pour plusieurs cliniques généralistes qui avaient la volonté de développer leur pratique NAC. Puis tu as fait le choix du 100% itinérant il y a un peu plus de 6 ans. Du 100% NAC, du 100% pratique itinérante, on est sur un parcours assez atypique, tu nous en expliqueras les modalités. Récemment, tu as réorganisé ta vie professionnelle mais aussi personnelle. Alors je vais pas tout dévoiler, mais en tout cas, tu as créé un service NAC au sein d'une structure de référé. Donc tu t'es resédentarisé pour une partie de ton activité. Tu as aussi une activité connexe de production de contenu sur ton blog et sur tes réseaux sociaux, toujours sur la thématique NAC. Donc pas mal d'activités complémentaires qui nourrissent ton besoin de partage, de connaissances et de dépassement de soi. J'ai donc hâte de commencer cet enregistrement et on va commencer par la première question traditionnelle à ce micro. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Je sais même pas si je saurais répondre à cette question parce que c'est une question à laquelle j'ai répondu tellement tôt dans ma vie que tu vois, on a plein de raisons quoi. T'as la première, c'est t'aimes les animaux. Ça a l'air débile dit comme ça, hein, mais je pense que c'est le point de départ. C'est un bon fondamental, ouais. Ouais, voilà, je pense que. Enfin, je sais qu'on avait un prof qui nous avait dit est-ce qu'il y a besoin d'aimer les tuyaux pour être plombier, mais bon bah voilà, pour nous c'est vrai que c'est quand même souvent, c'est souvent le point de départ. Donc c'était ça. Et puis après, ça a été la passion de la médecine. Moi, j'ai une maman qui est infirmière, donc c'est vrai qu'elle m'a beaucoup parlé de la médecine en elle-même, de l'accompagnement des familles aussi. Et c'est quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur et dans lequel elle était, je pense, assez performante. Et puis après, avec l'âge et avec le caractère qui s'affirme, il y a eu aussi le fait de pouvoir être libérale et de créer une activité qui puisse me ressembler. Ok. Donc voilà. Du coup, en fait, il y a eu que des bonnes raisons. Ok. Et quand tu intègres Alfort, t'es passé par quoi? Un cursus classique de classe préparatoire? Ah oui, alors j'ai fait un cursus pire que classique parce que donc j'ai fait le lycée, bac S, etc. Et puis j'ai intégré l'internat du lycée Hoche à Versailles. Ouais. Donc plus classique, tu meurs. Et du coup, j'ai fait mes 2 ans de classe préparatoire là-bas. Puis j'ai intégré en 3,5 du coup l'école Veto d'Alfort. Ok. Et qu'est-ce que tu gardes de tes années Alfort sur le plan de la vie étudiante? Alors, la vie étudiante, j'ai trouvé que c'était plein de rebondissements. J'ai beaucoup aimé la partie intégration. La semaine d'intégration, moi, m'avait beaucoup plu et j'ai eu la chance d'avoir un ancien très attentif, très attentionné, très bon dans son rôle également. Et puis après, sur le reste de la vie étudiante, ça a été un petit peu particulier parce que moi, j'étais en couple au moment de rentrer à l'école, donc je vivais pas sur la cité U. D'accord. Et ce qui fait que je participais pas forcément à tout. J'étais pas quelqu'un d'hyper impliqué dans la vie de l'école. Et puis au fur et à mesure des années, avec les liens qui se tissent, etc. Et avec cette envie de retransmettre ce que moi j'avais reçu en intégration, j'ai pris part à l'organisation de l'accueil, etc. Et ouais, et là j'ai été un petit peu plus investie dans la vie de l'école et ça m'a pas mal plu. Moi j'aime beaucoup toutes les personnes de ma promotion. La promotion des NOCAS, les 2012. J'ai trouvé que j'avais fait des rencontres très diverses et très très douces. Si j'ai bien compris, t'en gardes un bon souvenir finalement de tes années étudiantes à Alfort. Et sur la partie plutôt cursus, qu'est-ce que tu en gardes? Et toi, à quel moment de ton cursus tu découvres les NAC et à quel moment tu te dis que tu pourrais bien en faire exclusivement ton métier?
Alors pour ce qui est du cursus en lui-même, moi j'ai trouvé que c'était très très long pour toucher à des animaux. Ça me démangeait quand on est rentré en école, vraiment d'attendre la 3e année avant de vraiment avoir les mains dedans. J'ai trouvé ça dur et j'avais un peu de mal à être assidue sur mes cours, etc. Enfin vraiment j'avais vraiment cette envie de pratique et d'être dedans. Après pour ce qui est des NAC, en fait. Alors, je sais pas si tu te rappelles, mais au tout début des études, dans la première semaine de cours, je crois, on fait un espèce de sondage sur qui veut faire quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, il y avait qu'une personne qui voulait faire des NAC au sein de ma promo, et c'était moi. Il y avait plus d'animaux exotiques peut-être? Non, même pas. Ouais, moi non plus, ma promo pas trop. Il y avait quelques personnes qui parlaient de zoo, je crois. Ouais. Il devait peut-être être 3-4, mais la seule nakiste, c'était moi. Ah ouais, donc vraiment hyper précoce. Et ouais, et en fait, ça c'est un petit peu lié à plusieurs choses parce que j'avais un petit peu le syndrome du Dactari là, donc le truc de la faune sauvage, ça pouvait me plaire. Mais j'avais assez vite identifié que en termes de qualité de médecine, etc., j'avais plus envie d'être au sein d'un cabinet. Ouais. Ou d'une clinique vétérinaire ou quoi. Et puis, il s'est trouvé que a débarqué dans ma vie de manière un peu impromptue un furet. Et ce qui fait que je me suis vraiment heurtée à ce que peuvent rencontrer les propriétaires de NAC qui sont pas toujours compris. Et puis d'ailleurs, c'est encore vrai aujourd'hui. On a quand même une espèce de hiérarchisation dans les espèces et où en fait un NAC a moins de valeur qu'un chien et un chat. Et en fait, pour moi, ça a été évident que moi, je l'adorais, mon furet, et qu'il était hors de question que les clients se sentent comme ça chez moi. Donc moi, je voulais être le veto pour ces bestioles-là, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'attire chez les NAC? Alors, c'est un peu générique, c'est une nomenclature qui est un petit peu générale, mais qu'est-ce qui t'attire ou te fascine chez ces animaux-là? Alors déjà, il y a le fait que il y a un côté très polyvalent au métier, en fait. Parce que des vraiment, espèces très différentes, je suppose. Ouais, moi, je soigne une 60aine d'espèces par an, en fait. Donc, ce qui fait que moi, j'ai besoin d'être stimulée. Et c'est vrai que là, en termes de stimulation, les NAC, je pense que c'est difficile de faire mieux. T'as dû apprendre à intégrer beaucoup de notions, du coup. Ouais, il y a beaucoup d'informations. Il y a aussi beaucoup d'empathie à avoir vis-à-vis des animaux parce que ça reste quand même pour la plupart des proies. Donc, on a quand même un regard qui, je pense, est un petit peu différent de ce qui se passe en chien et chat, ou en tout cas qu'on doit affûter davantage. Et ça me plaît beaucoup. Et puis, je fais un nombre d'actes différents, incroyables. Enfin, moi, vraiment, j'ai fait une année de chien-chat à la fin de l'école et à la fin de l'année, j'avais déjà l'impression d'avoir un peu fait le tour. Donc après, j'imagine que sur des spécialisations, il y a des choses qui auraient pu me plaire, me spécialiser en chirurgie, en imagerie ou en médecine interne, ok. Mais vraiment la médecine généraliste, j'adore ça et en fait je l'adore en NAC parce que j'ai plein de discours différents que je peux tenir aussi aux gens, qu'il y a des personnalités différentes, que je trouve que j'ai affaire à un public qui pour moi est quand même plus pointu qu'un public chien et chat, enfin que des propriétaires de chiens et chats, où vraiment j'ai un niveau d'interaction qui pour moi est beaucoup plus intéressant et où parfois on est même nous challengés parce qu'ils en connaissent à un bon rayon et sur une espèce en particulier, c'est vrai que souvent le propriétaire c'est l'expert de son animal et moi j'aime ce niveau d'interaction là en fait. Ok, ouais, donc il y a une diversité qui te plaît énormément, t'as pas de journées qui sont identiques, mais est-ce que ça parce que t'as voulu faire des NAC très tôt, est-ce que tu t'en rendais déjà compte à l'école et que vraiment t'avais déjà ce niveau-là de maturité ou t'as découvert finalement ça après? Ouais, non, je me rendais déjà compte en fait que ça serait un peu passer du coq à l'âne, hein, presque littéralement. Et puis après, il y a eu un espèce de déclic parce que sur mon premier poste, donc qui était un poste chien-chat, là pour le coup, après l'école, j'avais pas encore fait mon internat. En fait, j'ai travaillé 1 an avant de faire mon internat. Ouais, ok. C'est ce que j'allais te demander. Du coup, comment t'as cherché un premier poste en fait? Et en fait, je l'ai cherché je cherchais un temps partiel parce que je terminais ma thèse à ce moment-là. Ouais. Et alors, ce qui était marrant, c'est que quand je suis rentrée pour l'entretien sur le premier, j'ai peut-être dû en faire quelques-uns, mais en tout cas, l'entretien qui a retenu mon attention, c'était dans une clinique où je pousse la porte et en fait, déjà, je tombe sur 3 portraits de furets, quoi. Ah, et là, je me dis, c'est un signe. Voilà, je me suis dit, je suis peut-être au bon endroit. Et puis, finalement, le contact est super bien passé avec le veto aussi. Et j'ai bossé pour lui pendant 1 an et demi. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que je suis revenue le remplacer 5 ans plus tard.
à un moment. D'accord. Et du coup, Et donc là, tu faisais de la pratique canine généraliste et t'avais du NAC dans le... Alors, en fait, plus particulièrement, il avait des furets, en fait. C'était un ancien propriétaire de furets, comme moi. Et du coup, il avait pris part au bureau d'une association qui s'appelait le Refuge Free, qui était en fait une des entités qui s'occupait des furets et d'autres NAC. Mais donc lui, il s'était plus particulièrement engagé auprès des furets. Et puis, en fait, au cours de l'année, il y a une des ASV de cette clinique-là qui à un moment m'a presque attrapée pour me dire mais Mélanie, il faut absolument que tu ailles faire un truc avec les NAC parce que tu sais que quand on te parle de l'urgence de 19h au moment où tu es censé aller prendre ton train, si c'est un NAC, tu te poses jamais la question, t'hésites même pas une seconde et t'es tout de suite t'es au taquet et tu dis oui et tu te poses même pas la question de savoir ce qui va se passer derrière et si tu vas ramer à rentrer chez toi. Ça c'est vraiment le signe que c'est ce qu'il faut que tu fasses, faut que tu ailles vers là et du coup pareil, parce que je trouve que parfois la vie, elle met des trucs sur ta route, quoi. Bien sûr. Et à ce moment-là, tu as Minuine à Frégis qui publie une offre de poste pour son premier assistanat NAC officiel. Et il se trouve que je connaissais Mine, qui m'avait été présentée par mon ancien, et qu'on avait eu une petite aventure commune avec mon furet, parce que je lui avais prêté pour un examen pour un article pour avoir des valeurs de référence sur les électromyogrammes. Et voilà. Et du coup, en fait, quand il a publié son offre de poste, je lui ai dit arrête de chercher, c'est moi ton interne. Voilà. Donc, tu as fait un internat NAC à Frégis. Et ça a duré combien de temps et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, j'ai fait un internat NAC à Frégis avec donc Mine et ça a duré un an. Durant lesquels il y a eu 4 mois où Mine passait son board, donc c'est le moment où il a été diplômé ECZN aviaire. Et donc du coup il y a eu 4 mois où avec ma petite expérience d'interne, je me suis retrouvée un peu à la tête du service avec ma co-assistante de l'époque. C'est plutôt formateur, même si ça a peut-être été un peu stressant, mais... Ouais, non, c'était énorme. Enfin, vraiment, pour faire passer des étapes dans une carrière, en fait, c'est génial, hein. Alors oui, c'est clair qu'en termes de pression, c'était pas mal. Mais on avait la chance d'être un super duo avec Lauriane Deveau, qui est aussi vétérinaire NAC exclusive, mais dans l'Ouest. Et et donc du coup, ça m'a énormément apporté. Alors paradoxalement, ça m'a beaucoup apporté aussi en médecine pure, en fait, pas simplement en NAC, parce que Mine, c'est quelqu'un qui a une démarche clinique très pointue. C'est quelqu'un qui a eu une formation d'interniste auprès de Juan Hernandez à Frégis. Enfin, c'est un ancien interne de Frégis aussi. Et du coup, moi, ce que j'en ai tiré, c'est de la connaissance sur les NAC, mais bon, ça c'est évident. Mais j'en ai aussi tiré une démarche clinique. Et je dirais que ça, pour moi, je suis vraiment devenue une bonne vétérinaire parce que Mine dispensait son savoir comme ça et ses démarches comme ça. Et j'aimais beaucoup la manière dont il présentait les choses là-dessus. Ouais, d'accord. Et à l'issue de cet internat, là, tu te dis que tu vas faire du 100% NAC et comment tu envisages la suite? Alors, à ce moment-là, en fait, ce que je me dis, c'est que j'aimerais faire du 100% NAC, mais je me dis aussi que j'aimerais bien manger. Voilà, donc à la fin du mois. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, les NAC avaient quand même plus la même place qu'aujourd'hui. Donc oui, c'était pas rémunérateur. Enfin, je veux dire, pour avoir une activité à 100% et avoir un salaire à la fin du mois, c'était pas si simple. C'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement. C'est vrai qu'une activité exclusive NAC, franchement, à part Alfort, Frégis, Nantes et puis Bordeaux, quoi, il y avait pas tellement de services NAC. Ouais, tu veux dire qu'à l'époque, il y avait à peu près combien de vétos 100% NAC et aujourd'hui, tu sais combien vous êtes? Je pense qu'à l'époque, franchement, il devait y avoir moins de 10 personnes. Là, aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus nombreux. Après, maintenant, dans les vétérinaires NAC, t'as aussi quand même beaucoup de personnes qui ont gardé des activités canines à côté. Mais je pense que maintenant, en exclusif NAC avec de l'expérience, on doit être peut-être 25, quelque chose comme ça. C'est quand même la niche, mais mais tu veux dire que ça a été quand même multiplié. Il y a un marché qui s'est vraiment développé en 10 ans, quoi. Ah oui, là, et puis ça a complètement explosé. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'internes aussi, puisque les personnes de ma tranche d'âge, en gros, nous, c'est simple. De toute façon, c'était Minuine et Charlie Pignon qui étaient nos deux mentors. Tout à fait. Et donc, ils ont vraiment donné lieu à des vocations pour toute une tranche
de population qui a à peu près mon âge, quoi. Et du coup, derrière, nous, on a formé des internes aussi. Et voilà, du coup, maintenant, des vétérinaires qui se débrouillent bien en NAC, il y en a quand même pas mal, quoi. Ouais, qui arrivent à en faire une activité exclusive. Je saurais pas te le quantifier, mais des vrais pôles NAC. Donc quand je dis pôle NAC, ça veut dire qu'il y a potentiellement plusieurs vétos NAC dedans. Il y en a, je pense, une 30aine en France, quelque chose comme ça. Donc, ok. Ouais, c'est intéressant, ouais. Et alors du coup, on en était à que tu veux quand même avoir un salaire décent à la fin du mois. Donc comment t'envisages la suite? Oui, voilà. Donc j'ai toujours été pragmatique là-dessus. Et puis bon, j'avais aussi un prêt étudiant, donc ça force un peu à être pragmatique. Donc du coup, il se trouve que dans les associés de Frégis, il y a donc un des associés qui m'a introduite auprès de sa conjointe pour un projet de clinique dans lequel elle désirait de développer des NAC. D'accord. Donc ce qui fait que j'ai quand même fait quelques postes avant qu'elle monte sa clinique et puis finalement j'ai pris part à ce projet-là avec une création, en fait vraiment une création de clientèle chien-chat et création de clientèle NAC. Ok. Voilà. Et donc ça, un challenge quand même, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Au départ j'avais quand même postulé sur l'hôpital de Meaux, donc pour développer le service NABA, donc je me sentais en capacité de faire ça. Et puis voilà, cette aventure-là a duré 2 ans et à l'issue de cette aventure-là, je me suis lancée en itinérante pour parce que en fait j'avais toujours eu l'idée de l'itinérance, à vrai dire. À la sortie de Frégis, je l'avais déjà. Et mais à ce moment-là, je me sentais pas suffisamment expérimentée parce que voilà, quand tu vas quand même chez des confrères, faut assurer, quoi. Oui, voilà, je vois ce que tu veux dire. Faut savoir quand même envoyer une image de quelqu'un qui maîtrise son truc, etc. Et c'est vrai que moi, je suis de base pas très sûre de moi. J'ai des problèmes de confiance en moi, qui sont un peu tassés avec le temps, mais du coup, à ce stade-là, en tout cas, moi, j'étais pas prête à me lancer là-dedans. Et du coup, au bout de 2 ans post-internat, en gros, c'est ce que j'ai lancé. En fait, finalement, cette création, cette première expérience de création de clientèle, ça a permis d'être un tremplin vers l'itinérance. Mais finalement, tu le savais dès le début que c'était quelque chose qui allait te permettre peut-être d'asseoir en tout cas, d'augmenter ta confiance en toi pour te lancer en itinérance. Ça te trottait déjà dans la tête, en fait. Alors, à vrai dire, ça avait arrêté de me trotter dans la tête parce que le projet m'avait énormément plu au moment de la création de la clinique. Et c'est vrai que du coup, une activité sédentaire où j'ai le matériel dont j'ai besoin pour apporter des soins de qualité au NAC, etc. Ça me convenait aussi. J'avais un petit peu 2 idéaux en tête. Tu vois, j'avais l'itinérance et mon autre idéal, c'était une clinique pluridisciplinaire où tu peux interagir avec un imageur, tu peux interagir avec d'autres personnes qui sont dans des domaines complémentaires et qui permettent de développer les examens complémentaires, quoi. Voilà, exactement. Et donc du coup, disons que ça correspondait à un de mes 2 idéaux potentiellement, parce que au début on n'était que 2, donc on n'y était pas encore, mais il y avait un potentiel pour que ça devienne ça. Et puis voilà. Et puis effectivement après, il y a eu cette histoire d'itinérance qui m'a retravaillé et qui me permettait un mode d'exercice aussi très libre, ce que j'aime bien. Et puis ouais, puis c'est vraiment une des meilleures périodes de ma vie. Vraiment l'itinérance, moi j'ai adoré. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement comment ça s'organise et qu'est-ce qui toi t'a vraiment plu dans ce système de pratique? Alors déjà, il faut commencer par dire que c'était un peu fou comme histoire parce que ça n'existe pas en gros d'être itinérant NAC. Donc je me suis dit allez, il me faut combien de matos, combien je dois investir de matos. Parce que tu te balades aussi avec du matériel, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, tu vois, ça a été toute une réflexion d'entrepreneuse, en fait, de dire, ok, là, du coup, je vais avoir besoin de quoi comme matériel? Qu'est-ce que je peux transporter? Comment je le transporte? Est-ce que je fais les choses en voiture? Est-ce que je les fais en métro? Donc, moi, en fait, j'ai pris le parti de vraiment tout faire en métro. D'accord. Pour des raisons, de coût, pour des raisons aussi de temps, parce que, c'est vrai que sur Paris, franchement, circuler, moi, je m'attendais quand même à une cible principalement Paris intramuros, donc pour le coup c'était vraiment mon cœur de cible. Et puis alors il se trouve que j'avais monté un blog pendant que j'étais interne à Frégis, ça veut dire juste à la sortie en fait de Frégis. J'étais toute contente avec mes connaissances toutes fraîches et tout ça, donc j'avais commencé à monter mon blog Nacophile que tu citais tout à l'heure. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai converti ce site en prise de rendez-vous.
Moi, en site de prise de rendez-vous, en plateforme, en fait, plus polyvalente. C'était un site de vulgarisation. Et puis là, j'ai vraiment fait un accueil qui allait dans le sens de, voilà, vous pouvez me consulter chez votre vétérinaire. Et ce qui a hyper bien marché parce que vraiment, en 5-6 mois, mon planning était plein de chez plein. Mais parce qu'en fait, tu avais déjà pas mal de visiteurs très intéressés au NAC sur ton site et qui étaient localisés en région parisienne, en fait. Tu avais une audience, quoi. Exactement, j'avais une audience et j'étais déjà recommandée aussi. Donc ça, pour le coup, l'activité que j'avais eue de création de clientèle avant m'a permis aussi de me faire une réputation parce que j'étais très recommandée sur des groupes Facebook, etc. J'avais pas trop commencé Instagram à l'époque. Je l'ai commencé plutôt au moment où je me suis lancée en itinérance. Ouais. Mais ouais, enfin c'est vrai que du coup oui, j'avais quand même une bonne base parmi les clients. Et en fait, mon parti pris, ça a été, enfin j'ai démarché les vétérinaires, mais je sais que c'est ce que j'allais demander. Comment tu démarches du coup les confrères en fait? Bah ouais, en fait, c'est simple. J'ai été les rencontrer, j'ai été déposer une grille de tarifs et une présentation avec des cartes, etc. Dans les boîtes aux lettres. Plutôt à l'ancienne, alors que t'étais plutôt sur un truc hyper moderne sur la partie client. Ah bah ouais, mais parce que pour moi, les vétos sont quand même tous pas très modernes, donc. On est d'accord. Ouais. Du coup, t'as eu l'intelligence de traiter les choses de manière totalement différente. C'est ça. Moi, j'ai un peu fait mon pari sur 2 plans, mais je savais que globalement pour les vétérinaires, ça allait mettre du temps. Et ce qui est un petit peu rigolo, finalement, puis le besoin de confiance, peut-être de te voir, tu vois, c'est pas du tout pareil, quoi. Tu fais venir un confrère, tu recommandes un confrère dans tes murs, c'est une démarche assez engageante, quoi. Ah oui, tout à fait. Alors après, en plus, j'avais pas tellement d'activités référées dans la clinique que je quittais, donc c'est vrai que c'était quand même une clinique un peu à huis clos. C'est vrai que pour le coup là je partais vraiment de zéro vis-à-vis des confrères. Et ce qui est marrant, c'est que c'est peut-être davantage les propriétaires d'animaux en fait qui suggéraient le truc à leur veto, quoi. Ouais, d'accord, ouais, ça allait presque dans l'autre sens, quoi. Oui, en fait, ça a été presque les clients qui ont été mes ambassadeurs vis-à-vis des confrères et qui du coup disaient regardez, moi voire même qui appelaient la clinique, qui ne la consultaient pas, mais qui disaient j'ai vu qu'il y avait une vétérinaire là qui pouvait intervenir, est-ce que ce serait possible, quoi. Ah, c'est hyper intéressant, ouais. Voilà. C'est hyper intéressant. Et du coup, ça m'a permis de me développer beaucoup plus vite que si je m'étais adressée qu'à mes confrères, je pense. Parce qu'on sait tous comment c'est, on est pris dans notre quotidien, on reçoit un mail, on reçoit un papier. Voilà, des confrères qui vraiment m'ont contacté, il y en a pas eu énormément au départ. Mais par contre, c'est vrai que j'avais tout de suite eu un contact avec le docteur Kupfer, donc de la clinique maintenant à Nicura, et qui lui pour le coup m'avait dit écoute, nous dès qu'il y a une salle de libre, si tu veux venir consulter, si t'as des gens qui te contactent, il y a aucun problème pour que tu viennes consulter chez nous. Il avait vraiment ce désir déjà de proposer un service NAC au sein de sa clinique. Il y en avait déjà eu par le passé. Et voilà. Et du coup, en fait, j'ai, au fur et à mesure, eu quelques référents, on va dire, qui étaient plus particulièrement motivés et qui, en fait, me remplissaient des après-midi, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et au bout de combien de temps tu te retrouves avec le temps plein que t'espérais et le salaire qui va avec et qui te permet d'en vivre? En fait, hyper vite. Hyper vite. Enfin, vraiment. On parle de quelques mois, quoi. Oui, franchement, en 6 mois, j'avais vraiment un planning plein. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Moi, je m'étais fixé un objectif de revenu, cet objectif-là, je l'ai rempli, je pense, en 3 mois, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Alors après, peut-être que j'avais pas l'ambition de ce que je gagne aujourd'hui, tu vois, mais. Oui, mais en tout cas, dans ton business plan, tu l'as atteint plus vite que ce que finalement tu avais initialement mappé, quoi. Ah oui, complètement. Moi, je m'étais dit sur mes comptes, j'ai de quoi vivre combien de temps, parce que c'est vrai que j'ai pas eu besoin de prendre un emprunt, etc. Donc je m'étais dit au pire, qu'est-ce qui se passe ? Tu te bananes, tu reprends un poste, dans une clinique. Mais non. En fait, c'est arrivé très vite. Et en fait, ce que j'avais pas anticipé pour le coup, c'est la puissance qu'aurait mon blog dans ce projet, en fait. Tu vois, quand j'ai monté mon blog, c'était vraiment juste du pur partage et de la transmission. Tu sais, cette envie d'avoir une info open source pour des gens, même pour les vétos aussi. Moi, ça me servait de pense-bête au début aussi. Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'en DAC, il y a un tel volume de connaissances que... Moi, je me souviens qu'à l'école, quand les gens arrivaient, en fait, ils en savent... Enfin, quand quelqu'un qui a des reptiles ou autre, il en sait plus que toi, en fait, en réalité. Donc, oui, c'est ça. Et puis du coup, c'est quand même toujours un peu confortable. Moi, je me disais, mince, j'ai ce motif de consultation-là. Attends, entre 2 consultations, tac, je me connectais sur mon blog, je tapais ma question
nutrition et Dr Nocofield derrière, et bim, je tombais sur la page sur laquelle j'avais potassé tout ça. En plus, je faisais ça bien à l'époque, j'avais le temps de faire ça bien, où je référençais vraiment chacun de mes articles, je faisais de la biblio, etc. Enfin, donc oui, j'imagine. Voilà, du coup, mais c'est vrai que du coup, tu vois, ce truc-là, au moment où je l'ai créé, c'est vrai qu'il est progressivement monté. Donc il y a un moment, je l'avais un petit peu laissé de côté, et puis quand j'ai eu le projet de lancer, tu suivais tes audiences ou vraiment c'était pas, tu suivais quand même tes audiences. Je suivais mes stats et tout, et c'est vrai que alors je sais plus à combien j'étais en visiteur unique au moment où j'ai pris mon envol, mais je pense qu'on était quand même à peut-être 8000 visiteurs uniques par mois, tu vois. Aujourd'hui, on est à 16 000. Donc, oui, non, mais c'est sûr, c'est sur des sujets de niche, mais c'est énorme. Ouais, tout à fait. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis mise sur un secteur sur lequel, comme tu dis, c'est une niche et il y avait pas grand-chose qui existait. En fait, à ce moment-là, en site vraiment complet, t'allais avoir, il y avait Didier Boussari à l'époque qui avait fait un site, je crois que c'est Cobaye et compagnie, quelque chose comme ça. Mais sinon, il y avait Marguerite et compagnie, mais qui est un site d'une association. Mais sinon, en fait, en veto... Oui, là, t'avais la carte du vétérinaire, la caution vétérinaire, et en plus, tu sourçais, et donc il y avait tout cet aspect bibliographique qui était plutôt rassurant et fiable, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, je veux dire, maintenant, le site internet de Frégis, il est pas mal développé aussi, tu vois, et ils sont bien référencés. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, moi, comme j'alimentais tout le temps, en fait, ça fait monter dans le référencement naturel aussi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Oui, beaucoup moins vrai. Voilà. Et d'ailleurs, ça se voit sur mes audiences. Mais il y a 10 ans, c'était l'Eldorado. Ouais. Et en fait, ce que je faisais, c'est qu'au moment où j'ai lancé l'activité itinérante, là, pour le coup, je travaillais vraiment énormément. Je bossais 70-80 heures par semaine. Et en fait, j'avais mes consultes, mais je m'obligeais à faire 2 publications par semaine. Ouais. Voilà. Et je m'étais fixé un objectif d'avoir une publication un petit peu fun fact sur les animaux, ou alors une actualité sur la santé animale des NAC, etc., ou de la faune sauvage, et un deuxième article qui soit pour le coup un vrai article sourcé, etc., quoi. Ouais, donc t'alimentais quand même avec beaucoup c'était très régulier, et il y avait vraiment un engagement fort. Et je suppose que tu utilisais les réseaux sociaux, notamment Facebook à l'époque, pour pousser tes contenus. Exactement, j'utilisais Facebook, il y avait Google+, je crois, c'était. Oui, ça existe plus, mais il y avait Google+. Et puis Facebook, c'était avant l'effondrement du trafic social, qui a à peu près 2 ans. Donc en fait, c'était l'Eldorado, quoi. Ouais. C'est ça. Et en plus, j'avais quelques clients qui m'avaient un peu identifié sur les réseaux et tout ça, et qui partageaient beaucoup sur des groupes de lapins, tu vois, avec 15 000 personnes qui partageaient des espèces de super fans, tu vois. Et du coup, ce qui fait que j'avais un vraiment bon trafic sur mes articles, quoi. Et quand tu dis que c'était une des périodes les plus heureuses de ta vie, qu'est-ce qui là-dedans t'a tellement plu vraiment dans cette pratique si particulière? Il y a beaucoup de choses qui me plaisaient. Alors moi, j'ai adoré, j'ai vraiment cette facette d'entrepreneuse que je me connaissais pas spécialement, parce que j'ai personne dans mon entourage ou dans ma famille qui l'est, quoi. Mais alors vraiment ce truc de penser une boîte, de penser un business, de penser développement, etc. Alors autant j'ai vraiment aucun background là-dessus, autant j'ai vraiment cet instinct et ce plaisir à le faire. J'adore ça. Créer une identité, Ah oui, je sais, on a un point commun. Voilà, tu vois, c'est ça, je trouve ça vraiment génial. Et tu vois, même une identité graphique et tout. Moi, j'aime bien aussi bidouiller. Je suis un peu, je suis assez faire créative, par toi-même. Ouais. Voilà. Et là, j'en suis au stade où j'arrive plus trop à faire ça, mais je suis au stade de déléguer. Mais du coup. Ça, j'aimais beaucoup la facette entrepreneur. Vraiment, ça, j'aimais beaucoup. Mettre les mains dedans et monter ton truc, quoi. Ouais, complètement. Voir le truc grandir aussi. Mais quelle satisfaction aussi. Et après, il y a des trucs peut-être moins sérieux, mais moi, j'adore faire le tour des popotes et être chez tout le monde. Je trouve ça génial. C'est hyper sympa de passer chez les confrères, tu vois, et puis de savoir, tu sais que telle ASV, elle aime bien ci, elle aime bien ça. Moi, j'avais aussi plein d'anciens patrons, en fait, qui m'ont fait travailler. Ce qui était génial, c'est que comme en sortant de l'école, moi, ce que je voulais, c'était voir différentes manières de pratiquer, parce que je voulais je voulais trouver ma manière de faire, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de s'inspirer, en fait, de ce que font les gens. Et donc, ce qui fait que j'ai eu plusieurs postes, finalement, à temps partiel, par-ci ou quoi. Et en fait, j'avais toujours gardé des bons contacts avec mes anciens patrons. Et en fait, vraiment, et je les en remercie, franchement, s'ils écoutent le podcast. Honnêtement, ils ont fait appel à moi pour des consultations, donc ils n'avaient pas besoin de moi au départ. Vraiment, il y a eu cette espèce de solidarité ou quoi qui s'est mise en place, où on m'a adressé des cas où je pense qu'honnêtement, ils étaient largement au niveau
niveau pour les gérer, mais juste, je pense que voilà, ils étaient contents de proposer ce service-là et puis ils étaient contents de me rendre un service. Donc, ça a été vraiment hyper sympa comme période. Et l'autre truc que j'aimais beaucoup aussi en itinérance, et ça, c'est pas anodin, certainement avec d'autres sujets qu'on va aborder, mais c'est que ça me laissait des sas de décompression. En fait, entre deux visites. Ouais. Ça, je suis totalement d'accord. Je faisais de l'équine et quand je me suis mis à faire un peu de canine, j'ai découvert qu'en fait, moi qui me moquais gentiment, la guéguerre des vétos canins, qu'en fait, tu n'as pas de sas de décompression et tu enchaînes toute la journée. Bah, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que ce côté où vraiment t'as pas un moment où tu te poses. Moi, on me disait, tu vas être très fatigué avec le métro, etc. Mais en fait, moi, ce qui me fatigue, c'est qu'en consultation, je donne beaucoup de ma personne, en fait. Et puis, comme j'ai un tempérament assez doux, assez gentil avec la clientèle, c'est vrai que les gens... oui, t'as l'impression qu'ils te ramèneraient chez eux pour le dîner, quoi. Oui, il y a un fort investissement émotionnel qui est énergivore, du coup. Tout à fait. Et puis moi, c'est vrai que je suis hyper sensible, et je suis en fait une fausse extravertie, donc ce qui fait que, en fait, pour moi, ce coup-là, il est très important. Et tu vois, prendre le métro et galérer avec mon métro, ça me coûtait beaucoup moins. En plus, je pouvais faire mes comptes rendus dans le métro, je pouvais recommuniquer sur d'autres éléments, je pouvais éventuellement mettre un truc sur Instagram à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui me convenait très très bien. Ok, non mais c'est très clair. Donc vraiment cet enrichissement intellectuel, social, ce rythme, ce sas de décompression, tout ça te convenait bien, quoi. Ouais, ça me convenait vraiment très bien, ouais. Et c'est vrai que du coup, je pense que c'est aussi pour ça que ça a marché, quoi. Bah ouais, non mais c'est certainement. Et alors comment t'en arrives à cette récente resédentarisation, du coup? Parce que tu fais ça 6 ans d'itinérance après ce que j'ai vu. Alors attends, je réfléchis. J'ai commencé fin 2017, toute fin 2017, et en gros la vraie sédentarisation, elle est arrivée en avril 2022. Ouais, donc c'est un peu plus de 5 ans. Ouais. Ok. Alors, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu cette espèce de moment que vivent les entrepreneurs qui fonctionnent pas trop mal, où ton bébé il te dépasse et où là il faut que tu fasses un choix. Voilà, donc là moi j'ai vraiment eu ce moment-là où la demande était vraiment très forte et où je commençais à être vraiment très fatiguée. D'accord. Et donc là en fait en faisant un petit peu le point, en faisant le bilan, je me suis rendu compte que je faisais 5 heures de transport par jour. Et là, je me suis dit, ça perd un peu de sens aussi. Ouais. J'avais des vétérinaires référents qui me sollicitaient pour des demi-journées à droite, à gauche, du coup, plutôt, ou chez eux, où on me remplissait des plannings, etc. On a mis en place une prise de rendez-vous en ligne qui, du coup, me permettait de remplir ces créneaux-là. Donc, ce qui fait que là, j'ai déjà eu une espèce de phase, peut-être au bout de 2 ans, où j'étais plus totalement itinérante. Tu vois, c'était possible de m'appeler en itinérance, mais où j'avais quand même des genres de lieux de résidence chez certains confrères avec qui ça se passait super bien. Qui était rythmé et organisé, mais qui était un peu plus fixe, quoi. Et ça permettait d'optimiser un petit peu le rythme quand même, et d'optimiser un peu ce que je pouvais proposer aux gens aussi. Et voilà. Et du coup, après est arrivée une autre phase de la vie de l'ensemble des vétérinaires qui m'a du coup concernée aussi, c'est l'arrivée des groupements. Ouais. Ouais, et en fait, l'arrivée des groupements a quand même pas mal rebattu les cartes parce que sur j'avais en gros 5 référents réguliers, donc chez qui je me rendais faire des demi-journées, et sur les 5, il y en a 3 qui ont été rachetés par le même groupe. Voilà, et donc du coup, groupe qui m'a fait une proposition en fait de me sédentariser sur un centre de référé qu'ils avaient envie de monter, et du coup, j'ai dit oui. D'accord. Ouais, donc du coup là ça a été la sédentarisation auprès du groupe Cévétis à la clinique donc c'était à Saint-Antoine, l'ancienne clinique Zéboulon Chaleur, donc qui était moi j'avais en fait 2 cliniques de cœur, tu vois, durant ma période d'itinérance. C'était la clinique du docteur Kupfer, donc les Anicura maintenant, et la clinique Zéboulon Chaleur, et donc du coup ils m'ont construit en fait un service, quoi. D'accord. Et donc c'est vrai que du coup, où t'étais toute seule ou Alors j'ai assez rapidement pris un collaborateur pour pouvoir proposer quand même, comme Cévétis s'est engagé pour moi et m'a mis à disposition un bel outil de travail. Je me suis dit allons-y et partons sur un remplat du coup sur les journées où je suis pas là. Ouais. Et donc du coup j'ai eu
Alors, enfin, oui, ça c'est aussi fait de manière un peu. Moi, je me laisse aussi un peu porter par la vie. J'aime beaucoup attraper les opportunités quand elles se présentent, et je crois pas au hasard. Donc, tu vois, j'ai une de mes anciennes stagiaires qui venait juste d'être diplômée de Maison Alfort et qui venait de faire le DE NAC pratique, et elle avait gardé un très bon souvenir de son stage et c'était très réciproque. Et du coup, ça a été ma première remplaçante, quoi. D'accord. Voilà, donc du coup, on a commencé comme ça. Et de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est donc Claire, ma première collaboratrice, elle avait aussi un autre poste à côté où ils ont voulu la passer en plein temps. Donc du coup, on a cessé notre aventure commune à ce moment-là. Et parce que moi à ce moment-là, j'avais pas dans l'idée de proposer un plein temps. Et je pensais pas en être encore là en termes de développement. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que il y a une petite idée quand même qui germait en parallèle de toute cette histoire d'entrepreneuriat et tout ça, c'est que j'avais envie de quitter la région parisienne. D'accord. Voilà, moi je viens du fin fond du 78. Moi j'aime les arbres, je dis toujours que je viens de chez les elfes. Et c'est vrai que ça c'était quelque chose auquel j'aspirais. Et puis je trouve aussi ça te pesait quoi. Ouais, vraiment le stress quotidien quoi que ça engendre. En fait, c'est le rapport à la nature, tu vois, c'est aussi bête que ça, c'est que vraiment moi j'aime bien avoir une belle vue quand je me lève le matin. Puis ouais, j'aime être dehors en fait. Et c'est vrai que sur Paris, être dehors, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus agréable. Quand il fait beau, c'est cool, mais je m'en suis un peu lassée. Et puis c'est vrai que la tension qu'il peut y avoir dans une capitale, c'est clairement pour moi qui ai tous mes petits satellites là qui sont tout le temps allumés, c'est lourd pour moi. Donc c'est vrai que j'avais en parallèle ce projet de quitter la région parisienne. Alors je pensais que ça serait un très long processus parce que mon mari n'a vécu que dans des capitales. D'accord, voilà, oui. Donc t'étais pas toute seule, fallait convaincre. Voilà, fallait convaincre, exactement. Et en fait, j'ai eu la surprise qu'au moment où je lui parle du projet, ils me disent ah mais non, mais j'ai pas besoin d'être convaincue. Ah, écoute, très bien. Sauf que, du coup, à ce moment-là, je venais de lancer l'activité itinérante, etc. C'était pas le moment. Mais, l'idée a fait son chemin, finalement, pendant 5 ans. Et puis, en fait, à la sortie du premier confinement, j'ai compris que tout allait flamber. Ouais. Et j'ai dit, on achète maintenant. On savait déjà dans quelle région on voulait aller. Et voilà. Et du coup, j'ai acheté ma maison que j'ai mis en location pendant 2 ans, en Charente-Maritime, donc à La Rochelle. Et puis, tu vois, j'y ai emménagé, là, en avril 2023. Et du coup, ça m'a amené à réorganiser mon service parce que pour le coup, il fallait quelqu'un pour... Attends, parce que là, il faut que tu m'expliques, puisque là, on est à Paris, dans ta clinique. Et donc, tu as une maison à La Rochelle. Donc, comment, a priori, 2 choses totalement incompatibles, comment tu rends les choses compatibles? En créant un poste à plein temps pour que j'ai une personne de confiance qui puisse gérer mon service au moment où moi, je suis absente. Et du coup, en condensant mes journées de travail sur 3 jours. Okay. Je fais 3 journées de consultation au taquet. Donc, c'est-à-dire. En dormant évidemment à Paris, c'est pas possible de faire autrement. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai que La Rochelle, c'est quand même un petit peu loin pour venir le matin. C'est pas Lille, mais avec 1 heure de train. Non, c'est ça. Mais là, tu vois, par exemple, ce matin, je me suis levée à 4h30 pour pouvoir être là à 9h30 à la clinique. Et puis, je vais rentrer chez moi à 22h30 samedi. D'accord. Voilà, et du coup, je dors de nuit sur Paris et voilà, du coup, je suis encore plus itinérante qu'avant, finalement, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Mais voilà, et je voulais vraiment cette vie-là et donc je fais les allers-retours depuis maintenant 1 an et donc j'avais trouvé une collaboratrice qui assure la deuxième partie de la semaine et qui le fait bien. Donc voilà, ça m'a fait créer un poste au départ à Cévetis et puis finalement on est récemment revenu dans les locaux d'Anicura à plein temps. D'accord. Et puis voilà, puis du coup, il faut que le service tourne sans moi pendant ces moments-là. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que toute la partie comptable, suivi téléphonique, transmission de résultats de laboratoire et développement, en fait, je le fais en télétravail à La Rochelle. Quoi. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que tu passes finalement d'un moment où tu es ton propre patron, tu es itinérante, tu t'occupes de toi, de ton emploi du temps, c'est une chose, à devoir finalement gérer une équipe, du management, et en plus avec une partie en distanciel. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu mets ça en place, quelles sont peut-être les difficultés et les apprentissages que tu en as tirés? Alors oui, c'est une excellente question parce que là pour le coup, tu vois, c'est quelque chose que j'avais pas forcément anticipé. La charge que ça allait être en fait de monter cette équipe et d'assurer le management derrière parce que déjà on n'est pas trop formé donc là il se trouve que pour une fois j'ai quand même quelqu'un qui me sert dans mon entourage parce que mon père a été manager donc ce qui fait
voilà, c'est quelque chose dans lequel j'ai infusé depuis longtemps. Malgré tout, je trouve que c'est vraiment extrêmement difficile de faire son rôle de manager en parallèle de son rôle de clinicien. Enfin, vraiment, moi, mon équipe sait que les temps managériaux, en fait, c'est des temps en distanciel et c'est la grosse limite de mon système, vraiment, parce que malgré tout, même si aujourd'hui on est habitué aux visio, etc., c'est jamais pareil que d'être avec les gens, d'avoir le regard, enfin, pas au travers d'un écran, mais voilà, d'avoir il y a vraiment une chaleur humaine qui se transmet pas pareil, je trouve, par une visio. Oui, c'est vrai. Après, vous vous voyez quand même toutes les semaines. On se voit toutes les semaines, mais on se voit pas forcément beaucoup parce que c'est vrai que tu vois, on équipe. C'est du temps de pratique en fait. Bah oui, voilà, c'est du temps de pratique. Mes plannings sont bookés 2 semaines en avance. J'ai en général. Si j'ai 20 minutes pour manger, en général, je suis assez contente. Donc, ce qui fait que ce temps de détente que je pouvais avoir avec mon équipe quand j'étais à plein temps sur place, tu vois, il est beaucoup plus difficile à mettre en place. Donc, voilà, j'essaye de faire des petits événements de team building, etc. Mais ça remplace pas quand même la présence au quotidien, tu vois. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je trouve difficile dans ma pratique actuelle et qui, du coup, m'amène à mes projets futurs. D'accord, ok. Non, mais c'est hyper intéressant. Moi, j'ai une équipe en remote à 100%, même si on se voit, mais on se voit beaucoup moins que vous. Après, sur un secteur qui est évidemment différent, j'ai pas de pratique, mais je suis un peu moins sévère sur la limite parce que je trouve que ça se passe pas si mal. Mais je pense qu'on n'est pas sur le même secteur. Mais du coup, en off, ça m'intéresserait d'en discuter avec toi. Et alors, du coup, on va enchaîner sur ce que tu viens de dire. À partir des constats que tu fais aujourd'hui, quels sont les projets de demain? Eh ben, écoute, à partir du constat que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai une collaboratrice qui a complètement les épaules pour reprendre de reprendre le service à ma place, et que du coup, je suis dans une démarche de quitter la région parisienne à titre professionnel pour m'installer en Charente-Maritime. D'accord, donc gros changement de vie, ouais. Ouais, gros changement de vie. Bah, en fait, il était déjà gros l'année dernière, mais là, du coup, je viens de faire une offre sur un local. Ah, bah félicitations du coup. Merci. Et voilà, donc ça, tu vois, c'est genre l'offre est envoyée aujourd'hui. Donc voilà, du coup, bah, moi, je pars dans une démarche pour le coup de quelque chose de petit. Petit. Enfin, par rapport à Paris, c'est grand. Mais en termes de surface, mais par contre, c'est vrai que une activité où je compte pas repartir sur des grandes équipes, tu vois, où on est, là, actuellement, à Paris, on est 6, 3 vétérinaires, 3 ASV, et c'est vrai que, voilà, je vois que c'est une échelle d'équipe, une taille d'équipe que je trouve difficile à gérer, en tout cas, dans ma manière de faire. Voilà, je me sens pas, c'est quelque chose sur lequel je me sens pas en compétence complète, quoi. Okay. Enfin, je suis une néo-patronne, hein. Je suis pas patronne depuis hyper longtemps, donc j'apprends beaucoup. Mais c'est vrai que ouais, c'est pour moi très difficile parce que j'avais pas tant envie que ça de lâcher l'aspect praticienne. Et à côté de ça, c'est vrai que quand t'as un déménagement dans les pattes, te rajouter une formation de management, c'est pas possible. Ouais, t'as des travaux à faire dans ta maison, etc. Donc voilà, du coup, c'est vrai que tout ça a été finalement très vite, ça marche bien et tout, et donc c'est très chouette. Mais clairement, la personne que j'ai recrutée, c'était en vue de pouvoir transmettre et en fait de pouvoir aussi laisser mon projet de 10 ans, un peu moins de 7 ans, et laisser ma patientèle aussi, parce que j'adore mes clients, j'adore mes patients ici, et c'est une des choses qui m'empêchait de partir à un moment, de les laisser entre les mains de quelqu'un que j'estime, qui t'a confiance, quoi. Que j'estime professionnellement, qui a des valeurs dans lesquelles je peux me reconnaître aussi, Donc voilà, du coup, on est sur ce type de démarche-là en ce moment. Ouais, d'accord. Donc vraiment un nouveau projet qui va permettre de diminuer ta logistique et de gagner un peu en confort de vie et de mettre un peu de côté le côté managérial qui te prend une grosse partie, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vrai que le côté management, finalement, j'ai une perspective d'association, mais pas immédiate. Il est très clair dans le pacte d'associés que c'est quelque chose que je laisserai. Oui, d'accord. Voilà, okay. Moi, c'est vrai que voilà, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que j'ai du mal à conjuguer. Enfin, vraiment, je comprends très bien. La pluralité des tâches, autant avoir ma casquette d'entrepreneuse et avoir l'énergie d'envoyer et de faire rayonner l'entreprise, etc. Oui, c'est quelque chose que j'ai, mais tout, je sens que c'est trop pour moi, quoi. Mais c'est hyper intéressant de se connaître soi-même sur ces aspects-là, et ça m'amène à une autre question, parce qu'en préparant cette interview, tu m'as parlé d'une période de surmenage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut rattacher à ce que tu viens d'expliquer, et puis comment ça s'est passé cette période-là?
Alors oui, on peut la rattacher d'une certaine manière. Alors c'est pas tant l'aspect managérial qui m'a posé problème que le fait que quand tu montes une équipe, finalement, au départ, il faut arriver à la stabiliser parce que tu vas recruter, tu vas faire des mismatchs, etc. Enfin, moi, en plus, j'ai un naturel très bisounours. J'aime beaucoup les gens. Je vois les qualités des gens au départ. Et donc, c'est vrai que ça, parfois, ça peut, enfin, c'est pas simple, en fait, quand t'es patronne d'avoir l'aplomb de te dire, en fait, non, attends, là, ces éléments-là, ça ne convient pas. Et en fait, il faut se séparer d'une personne. Moi, c'est dur. Je ne sais pas larguer les gens. Ouais. Voilà. Donc, du coup, ça m'a vraiment causé des difficultés. Et ce qui fait que ça nous a mené quand même à plusieurs périodes de sous-effectifs au sein de l'année dernière, qui ont été, je me suis rendu compte que j'avais plus 20 ans. Et j'en ai pas beaucoup plus. Mais non, vraiment, là, je me suis rendu compte que ce que j'étais capable d'enchaîner comme rythme à une époque, c'était plus vrai. Et c'est vrai que j'ai eu une tendance à prendre pas mal les choses sur moi au départ pour limiter l'impact sur le reste de mon équipe. Mais malgré tout, sous-effectif, on en a souffert. Et puis voilà, il se trouve que en déménageant sur La Rochelle, je me faisais un rythme en clinique seulement de 3 jours et j'avais sous-estimé la part managériale en fait qu'il y aurait sur le temps que j'aurais là-bas. Donc ce qui fait que je m'étais engagée sur le GENAC, donc le bureau du GENAC, donc le groupe d'études de la VAC sur les NAC. Je m'étais engagée sur des travaux à mon domicile aussi. Et oui, tu cumulais énormément de choses pro-perso, quoi. Ouais. Voilà, et c'est vrai que ça a fait beaucoup. C'est quelque chose que je pense que j'étais capable d'absorber en termes d'énergie et malheureusement, il s'est trouvé que dans le domaine personnel, il y a eu des événements difficiles qui ont fait que ça a fait trop en fait. Voilà, donc après, je crois que c'est un sujet que tu voulais potentiellement aborder, mais moi c'est vrai que ce qui a clairement joué dans mon burn-out, c'est d'avoir pas mal de personnes en dépression autour de moi. Moi, je suis quelqu'un de très empathique et je suis assez proche de mes amis aussi. Donc, j'avais au moment de mon déménagement, j'avais 2 personnes au téléphone qui étaient à haut risque de suicide, qui étaient des personnes très très proches de moi. Enfin, vraiment, on parle de ma meilleure amie et d'un ami qui est aussi le mari de mon autre meilleure amie. Donc voilà, et puis le père de mon filleul. Donc voilà, du coup ça a donc été une charge émotionnelle extrêmement importante, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, en parallèle de ça, il y a 2 personnes dont j'étais un petit peu moins proche, mais de ma promotion, qui malheureusement se sont suicidées l'année dernière. Et en fait, ce cumul en fait de devoir gérer les différentes casquettes que j'avais projetées en fait et que j'avais planifiées entre guillemets, enfin ce que je me sentais en capacité d'assumer. Franchement, d'avoir le mot suicide dans la tête toute l'année. Vraiment, ça a été vraiment trop. Ouais. Mais effectivement, on peut en parler. Tu sais de la promotion Alfort 2012 qui a été sinistrée. Je crois que c'est le bon mot, ces 3 dernières années, puisqu'il y a eu le suicide de 3 de tes copromos. Comment on gère quelque chose d'aussi violent et quelle réflexion ça a engendré chez toi? Je dirais que la réflexion que ça a engendré chez moi, aucune, parce que c'est une réflexion que j'avais déjà eue à titre personnel, parce que c'est vrai que donc sur le fait de se préserver. Tout à fait. Non, tout à fait. Moi, c'est vrai que, je parlais d'hypersensibilité, c'est quelque chose qui a toujours été au cœur de ma pratique et qui me causait d'énormes difficultés parce que je rentrais vraiment parfois à des niveaux d'énergie hyper bas, que comme mes confrères, consoeurs, j'ai aussi eu des périodes avec des idées noires, notamment à des moments où justement je connaissais pas cette notion de sas de décompression. Donc après, moi j'ai fait une thérapie pour ces aspects-là qui m'a vraiment beaucoup aidée. Donc c'est vrai que c'est pas le suicide de mes confrères et consoeurs qui a engendré la réflexion. Elle était vraiment préalable. Je dois dire d'ailleurs que je me suis un peu éloignée des personnes de la promotion au fil de cette réflexion-là aussi, parce qu'il y avait un espèce de un lien peut-être un peu trop intense pour moi. Enfin, moi, j'ai plutôt fréquenté des non-vétérinaires depuis que je suis sortie d'école. Un peu aussi parce que je trouve qu'on est dans une profession dans laquelle la santé mentale n'est pas suffisamment abordée. Ouais, c'est certain. Après, c'est sociétal partout. Déjà, dire qu'on va chez le psy, c'est compliqué, quoi. Ouais, alors moi, là-dessus, j'ai la chance d'avoir ma petite sœur qui était très, très leader sur cet aspect-là, parce que quand elle a commencé une thérapie, elle communiquait énormément dessus et je me suis vraiment
vraiment fait la réflexion, c'était une super idée. Donc, ce qui fait que je parle de santé, de santé mentale sur mes réseaux sociaux aussi. Ce qui est pas toujours une bonne idée quand on veut recruter. Ah oui, mais non, mais en fait, il y a une vraie stigmatisation de ces sujets qui est dramatique parce qu'en plus, on est dans une profession médicale et finalement, le traitement de la santé mentale est juste un aspect de la santé, mais on le voit pas comme ça, en fait. Bah non, et puis c'est vrai qu'on a quand même un manque d'ouverture dans le monde vétérinaire à propos de ces questions-là. Enfin, quand t'es neuroatypique dans une clinique vétérinaire, t'es quand même vite moqué, vite Mais est-ce que tu penses que c'est le milieu vétérinaire ou est-ce que c'est la société tout entière? Bah, je trouve que la société entière évolue un petit peu plus vite que les vétérinaires quand même. Ouais, non, je pense quand même que ça évolue. Alors après, c'est vrai qu'il y a aussi des biais liés aux personnes qu'on fréquente, à nos algorithmes, etc. Hein, mais oui, c'est vrai bien sûr. Non, je trouve quand même qu'on en parle davantage aujourd'hui et que c'est vraiment plutôt un bon point. Moi, j'ai fait partie d'un groupe de réflexion avec le SNVEL et l'Ordre des vétérinaires, le Shadow Copil, voilà, qui avait mené à l'édition du livre blanc, livre bleu. Et en fait, je faisais partie du groupe de réflexion et c'est vrai que vraiment mon sujet, le sujet que je défendais en priorité là-dedans, c'était de parler justement de la santé mentale des vétérinaires. Et tu vois, ça, c'était en 2017, donc finalement les 3 personnes de ma promotion n'étaient pas encore parties à ce moment-là et elles n'étaient pas décédées. Et tu vois, j'en parlais déjà et je disais que pour moi c'était une hérésie qu'on n'ait pas de supervision psy dans notre métier parce qu'on est quand même le seul métier qui donne la mort en fait, déjà rien que ça. Bien sûr. Et on passe notre vie à prétendre que ça n'a pas d'impact, mais ça puis on gère une patientèle plus une clientèle. On est la seule profession. C'est ça. Et puis, c'est vrai que, on a un investissement émotionnel qui, je pense, est particulier aussi par rapport à ce qui peut se passer en médecine. Je pense qu'on se protège moins, nous, les vétos. Et, parce que, en fait, on se dit pas qu'on a besoin de se protéger d'un lapin ou d'un chat ou quoi. Et donc, c'est vrai que moi, c'était vraiment un sujet qui me tenait très à cœur. Mais, non, après, voilà, ce que ça a changé, l'année dernière, ça a pas changé ma vision du métier parce que je te dis toute cette réflexion-là, elle était plutôt préalable et pour le coup, ça a été plutôt une réflexion qui m'a validée dans l'itinérance notamment. Donc, ouais, d'accord. Voilà. Moi, très clairement, la sédentarisation, elle est arrivée plutôt pas tant parce que c'est quelque chose qui me correspondait que parce que j'avais envie de déménager à La Rochelle, quoi, et que ça soit faisable et que j'avais pas envie de laisser ma patientèle et ma clientèle derrière moi. D'accord. Et quand tu dis que parler des sujets liés à la santé mentale sur tes réseaux sociaux, ça peut être délétère pour le recrutement, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, ce que j'entends par là, c'est que j'ai eu déjà, c'est que ça me met en contact avec des personnes neuroatypiques. Donc, ce qui en soi est plutôt un bon Peut-être point. que tu peux définir la neuroatypie, parce que je suis pas sûre que tous nos auditeurs sachent ce que ça répertorie, du coup. En gros, ça peut être des personnes qui ont des syndromes autistiques, ça peut TSA, être on a ce qu'on appelle le TSA, ouais. Voilà, ça peut être des personnes qui sont TDAH. Donc ça c'est tu peux pareil donner les acronymes. C'est troubles de l'attention et l'hyperactivité, qui est pas obligatoire d'ailleurs. On peut avoir un TDA sans le H. Voilà, sans le H. On peut avoir des personnes hypersensibles. HPI. Voilà. Donc HPI. Au potentiel intellectuel. Exactement. Et donc ça, c'est vrai que à la fois, ce sont des personnes qui, à titre humain, me passionnent. À la fois, en termes managériels, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Tout à fait. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et étant moi-même, donc moi, je suis pas diagnostiquée de quoi que ce soit. Hein. J'ai juste mon père qui était manager et s'est reconverti en coach quand j'avais 12 ans. Donc autant te dire que tous ces aspects-là, c'est des choses dont j'ai entendu parler depuis longtemps. Donc je me soupçonne d'être. Mais je suis pas diagnostiquée, mais c'est vrai que étant moi-même neuroatypique, il y a des situations qui pour moi sont très difficiles à gérer en termes d'impulsivité, en termes de charge émotionnelle aussi, parce que étant quelqu'un de très empathique aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont appuyées beaucoup sur moi en fait. On s'est beaucoup accroché à moi, et c'est vrai que ça je l'ai vu l'année dernière, c'est que c'est vrai qu'il y a des personnes qui venaient vers moi spontanément pour postuler, etc., qui étaient
tous neuroatypiques et ça n'a pas toujours été simple à gérer parce que gérer une équipe dans laquelle tu as un hypersensible, deux TDAH et puis quelqu'un qui est en dépression, ça fait du boulot quoi. Ouais, d'accord. Je vois ce que tu dis, je l'avais compris dans l'autre sens. J'allais dire ça fait fuir plutôt les gens. En fait non, comme tu parles de santé mentale, ça donne confiance à des personnes qui sont neuroatypiques. OK. Tout à fait. Okay. Et ça donne confiance et du coup ça donne aussi des attentes en fait. Et tu vois c'est vrai que ça je me suis quand même retrouvée à expliquer à quelqu'un que je n'étais pas psychologue et que je ne pouvais pas passer 1 heure par soir à débriefer la journée et à vérifier comment ils avaient vécu tel ou tel truc, tu vois. Mais à un moment t'es toi-même saturée émotionnellement de toute cette charge émotionnelle. Ouais, tout à fait. Et ça c'est vrai que ça a aussi un petit peu contribué à l'aspect surcharge de l'année dernière, ouais. OK. Et du coup, pour en revenir à ces réseaux sociaux dont on a déjà pas mal parlé, aujourd'hui, donc, tu as des activités connexes. Je crois que tu as une présence sur Instagram, Facebook, tu fais des conférences, tu travailles, donc tu l'as dit, au bureau du GENAC. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ces réseaux sociaux et quel message tu fais passer ? Alors, sur les réseaux sociaux, j'ai moins le temps d'alimenter de manière qualitative qu'à l'époque, en fait, qu'au moment où j'ai créé. Donc, c'est vrai que maintenant, c'est quand même principalement du partage de petits instants mignons de ma journée parce que mes patients sont quand même les plus mignons du monde. Évidemment. Bah oui. Donc c'est sûr qu'on a un métier qui est très télégénique. Ah oui, quoi. complètement. Donc, complètement. Je trouve que c'est dommage de pas exploiter entre guillemets cet aspect-là. Maintenant, il y a aussi beaucoup que c'est quelque chose qui me fait redescendre. Tu vois, je passe ma journée un peu sous tension avec la charge émotionnelle dont on parlait et aussi parce que j'ai envie de bien faire. Et donc, ce moment-là où je mets mes publications en ligne, ça me permet de reconnecter au mignon de ma journée en fait. Ouais. Que j'arrive pas forcément à vraiment intégrer. Tu vois, c'est un petit moment, ça fait partie de mes sas de décompression, en fait. Ouais. L'émerveillement, c'est de prendre 5 minutes pour continuer à s'émerveiller. Tout à fait. Et en fait, tous les jours, du coup, je m'émerveille. Alors, pas forcément qu'avec le Instagram, mais c'est vrai que le Instagram, c'est un petit peu comme une espèce de gymnastique qui m'y oblige, tu vois. Et du coup, c'est vraiment un des aspects que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que je veux transmettre toujours cet aspect vulgarisation et dire, mais regardez, on peut faire ça sur ces animaux-là, en fait. On peut les soigner correctement. On peut les accueillir correctement, on peut les accueillir comme si, comme si c'était des chiens ou des chats ou des chevaux à je sais pas combien de milliers d'euros. Vos animaux sont précieux et ils le sont aussi pour mon équipe. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de continuer à partager. Sur la partie conférence et GENAC, en fin de compte, le point de départ de la réflexion, il était double. C'était que d'une part, ça fait quand même 12 ans que je suis diplômée, donc tu vois, il faut arriver à se maintenir à jour. Et j'ai vu qu'avec justement la facette entrepreneuriale, l'activité qui prend très bien, c'était très difficile pour moi de continuer à faire de la biblio, etc. Donc, je me suis dit, là, t'auras pas le choix, donc vas-y. Se mettre au pied du mur pour se forcer, c'est une technique. Exactement. Et puis, il se trouve que je me suis fait, je sais pas comment dire, attirer là-dedans par un copain, en fait, Vetonac aussi, qui m'a dit vas-y rejoins-nous, ça serait génial. Donc voilà, du coup c'était aussi une manière de maintenir le lien avec mes conakistes que j'adore. Voilà, parce que c'est vrai que là sur les membres du bureau, il y en a franchement, il y en a 2 qui sont vraiment de très bons copains, quoi. Et puis les autres qui le sont pas mal devenus aussi. Donc c'est sympa, parce que ça nous fait quand même un espèce de petit point de rendez-vous. Parce que sinon, dans nos vies de veto, on le prend jamais, quoi. Ouais. Et puis donc le deuxième aspect, c'est aussi que j'avais quand même dans un coin de la tête l'idée à un moment de transitionner vers La Rochelle et en fait je suis pas sûre que les vétérinaires de La Rochelle me connaissent, donc ça permettait aussi d'avoir encore une petite anticipation d'une future étape de ma vie, quoi. Donc d'avoir un rayonnement auprès des vétérinaires que j'avais peut-être pas jusqu'ici. Ouais, donc d'accord. du coup c'est vrai que j'ai fait par exemple 2 conférences à Poitiers, tu vois, en février et en mars. Là, j'assiste à une à La Rochelle mardi prochain. Donc tout ça, c'est aussi des prises de contact. Donc voilà, ça me permet aussi d'avoir une forme de réseautage qui est pour moi intéressant au moment où je vais développer mon cabinet, quoi. Ok, très clair. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes consoeurs et confrères qui nous écoutent et qui partageraient avec toi cette passion pour les NAC ? Ils vous attendent tous. Les propriétaires vous attendent tous. Alors après, sur le NAC en particulier, bien choisir son internat quand même.
D'accord. Voilà, parce que maintenant, comme il y en a, c'est comme d'habitude, quoi. Quand il y a un sujet qui est plus d'actualité, on se met à avoir des niveaux de qualité qui sont différents. Donc, de bien choisir leur internat, d'être de bons praticiens chien-chat avant d'être Vétonac, parce que je parlais de la démarche clinique tout à l'heure avec Mine. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas toujours en NAC. C'est vrai qu'on a quand même moins de volume de connaissances. Il y a plein de choses qui sont encore à explorer. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas des diagnostics différentiels qui sont aussi important qu'en chien-chat. Donc, c'est important de connaître ces diagnostics différentiels de chien et chat. Donc, voilà. Donc, surtout, restez bien attentifs au reste des études. Et puis après, c'est trop cool. Faut le faire, c'est bien, c'est trop cool, les NAC. Aller au bout, quoi. Ouais, faut aller au bout, ouais. Ouais, puis vraiment, les gens nous attendent, hein. Enfin, vraiment, les clients, il y a quand même beaucoup de coins encore où c'est difficile d'avoir accès à de la médecine correcte pour des NAC. Hein. Enfin, là, moi, du coup, je suis en train de faire une étude de marché, hein, et les quelques réponses que j'ai pour le moment, parce que ça date d'il y a 10 jours, c'est à 100%, on a déjà galéré pour avoir des soins pour nos NAC. Oui, d'accord. C'est 100%. Donc, il y a de la place, il y a du potentiel, quoi. Ouais, après, au bout d'un moment, c'est comme tout. Il y en aura peut-être pas partout et moins, mais pour l'instant, c'est porteur, quoi. Ah ouais, tout à fait. Là, c'est vrai qu'il y a quelques coins de France où c'est un petit peu bouché, entre guillemets, en termes de NAC, parce qu'il y a déjà une offre, mais il y a beaucoup de secteurs en France où, où c'est pas le cas, quoi. Ok. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose ? Écoute, non, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter ? Non, peut-être en lien avec ce qu'on a dit avant, de dire aux confrères, consoeurs qui pensent à leur sas de décompression, à prendre soin d'eux, à faire ce qui vraiment les éclate, à faire des bilans de compétences s'il faut. À consulter un psychologue s'ils sont dans un état émotionnel tout à fait. catastrophique. Moi, je pense que de toute façon, un psychologue, c'est comme le sport. Ou un psychiatre, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Pour moi, vraiment, une thérapie, c'est la même chose que du sport, en fait. Un muscle, ça s'entraîne. Un cœur, ça s'entraîne. Tout ça, c'est et des bons réflexes de vie, ça s'entraîne aussi. Et c'est vrai que faites du sport aussi. Vraiment, faites du sport. Moi, et d'ailleurs sur les étudiants aussi, je sais que ça peut coûter des sous, etc. Moi, je sais que je l'ai pas fait pendant 15 ans. Faites-le. Débrouillez-vous, vous demandez. Alors moi du coup c'est le pole dance. Hein. Oui, c'est ce que tu m'avais dit quand on a préparé l'interview, ouais. Ouais, mais c'est vrai que une barre, ça coûte d'occasion, ça coûte 250 balles. Ça fait un très beau cadeau de Noël. Et il y a des cours en visio qui sont pas très chers. Voilà, faites de la pole. Ouais. Bon, on retiendra ce message-là. Ouais. Comment nos consoeurs ou nos confrères peuvent te contacter éventuellement s'ils ont des questions ? Via le blog Nacofi, par exemple. Ok, on mettra les liens dans les commentaires. Voilà. Et puis, après, j'ai un numéro de portable qui est accessible sur mon site aussi, et même sur Google en soi. Ok. Et puis il y a mon mail qui est drnacofi@gmail.com. Impeccable. Voilà, du coup, c'est bien, tout est raccord. De toute façon, c'est tous les noms de Tout est aligné. Noms de réseau, tout est, voilà, j'ai tout mis au même nom pour que ça soit simple. Ok, de toute façon, on mettra tous les liens. Merci Mélanie. Tu m'as fait découvrir déjà 2 volets de la médecine vétérinaire que je connaissais très mal, les NAC et l'itinérance. Et puis effectivement, tu as parlé de hasard, tu as dit que tu croyais pas au hasard, j'y crois pas non plus. Et ton parcours, il y a pas de hasard, effectivement, il y a vraiment eu, tu as mené ta barque avec une intelligence et une précision qui est hyper intéressante. Et puis on a pu aborder tout un tas de sujets finalement, alors qu'à l'origine, je me disais, on va parler beaucoup des NAC, et non, on a parlé management, on a parlé équipe en distanciel, on a parlé choix de vie. Donc je te remercie pour ça, c'était vraiment un chouette enregistrement. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues. Abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.